It's showtime. Hi, you're watching Daily Movies and I'm Johan Söderqvist. Bonjour, c'est Olivier et Yasna pour Daily Movies. Just Travail. Faites style, vous n'êtes pas crevé quand même. Bonjour chers internautes cinéphiles, une émission fatigante aujourd'hui, pas fatigante, j'allais dire fatigante, fatiguée, c'est déjà le jour 5, on commence à peiner un peu, même les jeunes. Hein. Donc je vous introduis Nathanaël qui nous a rejoint aujourd'hui, donc autre chroniqueur de Daily Movies, c'est notre caution jeune, puisque c'est le plus jeune de l'équipe, donc voilà, les films pour les ados, c'est lui qui les jugera. Je sais, c'est des infos mensongères, mais c'est pas grave. Donc voilà, une bonne petite journée hier remplie, 7 films, certains ont fait des interviews et tout, donc c'était une très très bonne journée. Et on va attaquer directement par un coup de cœur, qui est vraiment un film de monstre sympathique. Donc voilà, un coup de cœur qui est sorti de la séance Ultra Movies d'hier. Donc c'était Frankenstein's Army de Richard Raphorst, donc une coproduction néerlando-américaine. Donc voilà, c'est un pur film bis. Le pitch est très simple, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, la contre-offensive russe chez les Allemands. Une unité est envoyée en éclaireur et il tombe sur un labo nazi où un docteur complètement taré fait des expériences sur les humains. Ça commence un peu potache, on va se dire oula, ça va être déconnant tout le long, ça va peut-être être fatigant. C'est en found footage, mais un bon found footage, c'est pas, ça donne pas le mal de mer, donc ne craignez pas trop ça. Et puis après, une fois qu'ils arrivent dans cette espèce d'usine, mine des Safricté, qui a un décor magnifique, ça part complètement en cacahuète. Les monstres ont un pur look, on alterne trouille, passage rigolo, il y a des nazis, il y a des zombies, donc je veux dire que demande le peuple, quoi. Donc vraiment le bon film, feel good movie, une très bonne séance Ultra Movies. Il repasse en dernier jour du NIF, ceux qui restent jusqu'au bout, je vous conseille de conclure votre festival avec ce film. Maintenant, on va passer donc directement au coup de gueule. Et là, ils sont nombreux à coup de gueuler. Je suis pas tellement d'accord sur leur coup de gueule, mais comme c'est des adultes consentants, je vais leur laisser dire ce qu'ils pensent. Alors voilà, c'est notre instant coup de gueule, et le coup de gueule sera aussi un film de la sélection Ultra Movies qui s'appelle Cheap Thrills de E.L. Katz, un film américain de 2013, ce qu'on pourrait appeler une comédie horrifique. Et donc Thomas, attaque, je crois que tu es assez vénère. Ouais, voilà, c'est un film à la bêtise abyssale. Donc c'est deux potes qui vont rencontrer un mec pendant qu'ils passent une soirée ensemble. Un des potes est endetté, donc il a besoin d'argent. Et le gaillard qu'ils rencontrent pendant cette soirée leur propose de leur donner de l'argent s'ils relèvent des défis plus ou moins bêtes. Hein, il y a un crescendo dans la bêtise de ces défis. Donc aller faire caca chez le voisin, se couper un petit doigt, ce genre de choses. Pas, donc c'est vraiment très 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 bête. Ce qui est agaçant avec ce film, c'est qu'en fait il y a une seule idée, c'est l'idée que jusqu'à quelle somme êtes-vous prêt, quel montant d'argent va vous faire sacrifier vos valeurs morales. Et voilà, sous prétexte de cette réflexion, ça nous fait passer de la bêtise en barre, quoi. Et c'est vraiment. On nous pose un penseur de Rodin dans le salon, parce que c'est un peu un huis clos dans un salon. On nous pose un penseur de Rodin dans le salon pour nous dire toi, tu crois que ça filme ma thèse. Je suis pas d'accord. C'est vraiment un film de petit malin, comme il a dit Thomas. En fait, le concept est ultra basique. Et au fait, le réalisateur est tellement fainéant qu'il lance quelques pistes, et c'est pour mieux faire travailler l'imagination du spectateur. Et alors que c'est vraiment du basique, c'est par essence le film de petit malin,
est ultra facile. En fait, il y a eu quelques analyses qu'on a entendues où ils trouvent que c'est une allégorie par rapport à des adolescents, les étapes qui ont les futures étapes. Mais moi, je trouve que c'est la surinterprétation. Alors, je les rejoins dans le coup de gueule, mais moi, ça m'a laissé plus ou moins indifférent. J'ai pas été énervé comme avec Animals, mais en fait, je vois plutôt où le réalisateur voulait en venir, mais après, c'est trop facile. C'est vain. En fait, il y a un truc qui m'agace, c'est que sous prétexte de faire passer une réflexion à 2 balles, on donne quand même au public un peu de cul, un peu de violence. Donc, sous prétexte d'être moralisateur, on donne quand même, ce qu'on critique au public, et c'est ça qui m'agace. Voilà, moi j'ai trouvé ça un peu extrêmement bête. Ça m'a pas énervé autant que ça, parce que j'ai trouvé ça aussi un peu indifférence polie, ça passe mais sans plus. Après, je trouve que les deux personnages principaux, ça fonctionne assez bien. Le loser et puis le gars qui perd son boulot. Mais qui est pas vraiment un loser, Voilà, et puis après, ceux qui le verront. Bon, voilà, le coup de gueule du jour, Cheap Thrills. Et puis bon, maintenant, on va passer à notre résumé de la journée où il y avait beaucoup de choses et des choses intéressantes. Good morning, Leonard. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors on attaque avec Au nom du fils, qui est un film belge, donc en général on se dit si c'est belge c'est forcément bien. Une comédie un peu horrifique, un peu thriller, où une mère de famille ultra chrétienne, ultra catho, va voir son monde s'écrouler lorsqu'un prêtre pédophile s'installe chez elle et martyrise un de ses enfants. Et puis elle va décider d'entrer en vendetta contre l'église belge. Donc c'était pas mal quand même, hein. Je trouvais le film plus malin et moins extrémiste que ce à quoi on pouvait s'attendre de la part d'un cinéaste belge. Thomas, t'en as pensé quoi? Moi j'ai trouvé ça bien. Si on accepte les 30 dernières secondes, le plan final, je ne dirais pas de quoi il s'agit, mais je trouve ça pas du tout utile. C'est vrai qu'on sait pas trop bien ce qu'il veut à part dire. ça, je trouve le film assez bien. Ça montre très bien le côté très dur de certains discours religieux. Il y a un monologue dans un bureau, je pense que ça va déclencher les applaudissements. Ah oui, là il y a une salle. phase où cette séquence-là, à mon avis, quand la salle sera pleine et qu'il y aura tout le monde, ça va hurler. Je trouve que ça sonne très juste. Donc, pour le coup, comparé à Cheap Thrills, ce film a un message et il n'est pas si bête que ça. Et il y a Naon dedans. Voilà, donc il y a Naon, et comme d'habitude, égal à lui-même, excellent. Rien que son apparition, à chaque fois qu'il illumine l'écran, à chaque fois qu'il arrive. C'est un bon ultra movie. Ouais, ça passe. Ensuite, on avait vu Liar's Autobiography en 3D, donc un film d'animation qui est basé sur l'autobiographie un peu mensongère de Graham Chapman, qui l'avait écrite de son vivant, racontant un tas de bêtises sur lui dedans. Donc ça démarre pas si mal, puis après ça pédale un peu dans la semoule. Hein. Moi je suis pas rentré dans le film, mais je me réjouissais d'en sortir. Donc, voilà. C'est un résumé assez lapidaire qui fait plaisir. La 3D ne sert à rien, j'ai enlevé les lunettes pendant le film, mais je voyais la même chose. Ouais, et puis bon, il y a 18 studios d'animation qui 14, sont mis... 14, 18 il y a un message là. Et du coup, à chaque fois ça change de style, ça change d'esthétique. Ça c'est pas mal. Ouais, ça permet de pas s'ennuyer. Mais bon, en gros, les meilleurs moments du film, c'est des moments où il nous passe des petites séquences des Monty Python, quand on voit la Spanish Inquisition, où John Cleese, qui au décès de Graham Chapman, fait un discours à sa mort qui est assez exceptionnel. Voilà, bon, pour le grand fan des Monty Python, il faut aller le voir, mais sinon, c'est vrai que ça patine un peu sur la fin. C'est exactement ça. Le meilleur du film, c'est en fait les extraits de sketch des Monty Python. Alors ensuite, on a vu Dark Skies avec Nat, t'étais là je crois, dans la salle, ouais. Dis-moi ce que t'en as pensé, c'est de Scott Stewart, c'est vraiment la grosse prod américaine assez classique. Alors effectivement c'est très classique, mais j'ai trouvé que ça remplissait totalement son contrat, ça pétait pas plus haut que son cul, c'est un long épisode de X-Files qui se laisse facilement suivre. En gros c'est une famille qui est harcelée par des extraterrestres, puis ils vont finir par en enlever un, quoi. Et puis les personnages sont très bien écrits, très attachants, j'ai trouvé ça très correct. Jean-Yves, tu dors? T'as vu le film? Non. Hier, j'ai pas fait beaucoup de films en fait. Avec, y en a qui voient des personnalités, qui voient des gens vrais. Voilà, des gens vrais. Moi, les gens vrais, ça m'intéresse pas. Avec David, on a fait 2 interviews quand même. Non, mais les gens vrais, ça sert à rien. Bon. Non, mais Dark Skies, j'appuie Nathanaël. Moi, je trouve ça très correct.
ça remplit son job. Voilà, tout à fait. D'accord. C'est bien joué, c'est bien dirigé, c'est cohérent jusqu'au bout. Il y a 2-3 très bonnes idées comme le Talkie Walkie. Ça passe bien. Ok. Ensuite, on a The Complex d'Hideo Nakata, que Thomas est le seul à avoir vu. Moi, je vais le voir quand on aura fini d'enregistrer cette émission, donc vous bougez le cul, les enfants. The Complex, c'est pratiquement une histoire identique à celle de Hunters, de Nathalie, qu'on a vu et qu'on a chroniqué il y a quelques jours, sauf que c'est mieux réalisé, mais pas plus intéressant. Bon, bah d'accord, c'est expéditif pour le retour de Nakata. Et ça ne fait jamais peur, ce qui est quand même dommage pour un film de fantôme. Ok. Alors, un film qu'on attendait pas mal, puisque c'est un film d'Olivier Béguin, un réalisateur neuchâtelois qu'on suit depuis quasiment ses débuts à Daily Movies. On l'avait interviewé plusieurs fois. C'est un des rares qui fait du genre pur et dur et qui essaie de se donner les moyens de l'en faire. Et donc on attendait beaucoup sa vision du film de vampire, certes avec les moyens qu'il a, puisque bon, vous savez comme nous que faire un film de genre en Suisse, c'est pas facile à financer, donc souvent les cinéastes doivent se débrouiller par eux-mêmes. Alors bon, qui l'a vu là tous, je crois. Ouais, donc tous, là, on va attaquer David. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, il y a à boire et à manger dedans. J'ai beaucoup aimé la relation entre les deux personnages. L'histoire d'amour fonctionne très bien. Après, j'ai quelques difficultés avec l'univers qu'il y a, surtout celui qui est dépeint, l'univers dangereux. La violence, tout ce qui est violence, ça fonctionne moyen. La gestion topographique, ça fonctionne pas du tout. Quand, à la fin, le dernier acte, quand il se bat contre les différents bad guys, justement. Donc il y a un problème de gestion de l'espace. Au niveau de la mise en scène aussi, j'étais très impressionné par ce que fait Olivier. Il y a de très beaux séquences, de très beaux plans séquences dedans. Et c'est pas extrait de défauts. Il y a des qualités, il y a des défauts, quoi. Jean-Yves. Ouais, bah tu l'as dit. Je trouve que, mais bon, après c'est difficile de parler objectivement du film vu que c'est quand même une personne qu'on connaît. Et puis, après, voilà. Tu étais trop jeune pour le connaître. Pour le budget qu'il a, c'est incroyable qu'il arrive quand même à sortir un film, un long métrage. Et de cette qualité-là. Et de cette qualité. Et moi j'ai beaucoup aimé toute l'exposition, la première partie, le début et la fin. La fin, c'est joli. Peu quelques problèmes avec le milieu. Il y a certaines longueurs, il y a certains trucs comme Nat disait qui ne fonctionnent pas. Mais on sent le manque de budget. Ce quartier magique de la ville où il y a tous les bad guys, c'est le truc qui fonctionne. Qui fonctionne. Il y a quand même le problème des capuchons, quoi. Oui, c'est ça. Et ça donne un côté cheap à mort. C'est pas ça devait vouloir donner un effet de style, mais finalement ça fonctionne pas. Et la gestion de la temporalité du début, où il enchaîne entre le passé, et ça colle, en effet. Ça rend la narration un peu. Exactement. Petit bémol sur les acteurs aussi que je trouve pas très convaincant. Surtout Catherine McCall. Ah bon, moi j'ai trouvé justement qu'elle faisait le taf. Mais enfin, donc voilà, donnez-lui sa chance quand même ce film, parce qu'il n'est pas exempt de défauts, mais quand même, faut récompenser la prise de risque et puis l'audace de faire un film de ce genre en Suisse. Ensuite, nous avions Dark Touch de Marina Devan, qui est aussi en compétition internationale. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Chimère est aussi en compétition internationale. Donc voilà, un film ultra glauque que, il me semble, vous avez apprécié, même si vous êtes sorti tout patraque. Vous étiez tout pas bien. Alors, en fait, ce qu'il y a avec ce film, c'est que quand le générique est venu, on ne savait pas comment le prendre avec David. Et après, il y a eu le Q&A, donc avec Marina Devan qui est venue pour répondre aux questions. Et là, ça nous a éclairé plein de trucs. Et le film est très très cohérent et on voit qu'elle a travaillé son scénario, elle a son film vraiment dans la tête, elle est très lucide sur ce qu'elle a fait. Et donc c'est quand même un film glauque. Peut-être pour la thématique, juste la thématique du film, c'est les enfants qui se font abuser. Donc c'est lourd, quoi. Le début du film, je pense que le premier quart d'heure, c'est extrêmement lourd, extrêmement noir. Et il y a une déshumanisation totale des parents. Enfin, ils évoluent dans l'ombre, tout ça. Et franchement, le premier quart d'heure, moi, j'étais vraiment pas très bien. Et après, il y a le fantastique qui rentre, il y a la part fantastique. C'est un peu Carrie
je sais pas, c'est pas Carrie chez les pédophiles, c'est plutôt Carrie chez les si, adultes. j'aime bien ton résumé. Carrie chez les pédophiles. Non, mais c'est plutôt Carrie chez les adultes qui abusent. Mais c'est vrai qu'après le Q&A, il y a une telle cohérence du film. Moi, ça m'a juste beaucoup touché. un truc à relever quand même, que Marina Devan a demandé à la DAS en France pour faire son film en France. Elle a été refusée, elle a dû le faire en Irlande. Ouais, parce que Voilà, on est bien donc connu qu'en après, Irlande, les enfants sont plus faciles d'accès. Voilà. Très On beau, enchaîne. touchant, mais dur. Ouais, donc, mais ça vaut le coup d'aller le voir, quoi. Exactement. On a aussi vu le film de minuit Ultra Movies The Rambler de Calvin Reeder, un film américain. Donc pour une fois, je suis méchant avec les gens qui rédigent les catalogues. Non, là en l'occurrence, le résumé est très précis. C'est du Lynch avec du gore. C'est pas complètement faux parce que c'est vraiment un film. On suit un personnage, moi je trouve assez charismatique, le cow-boy, qui se fait virer de chez lui après être sorti de prison par sa femme. Sauf sa copine plutôt. Et puis après, il part un peu en errance comme ça, puis il se passe plein de trucs bizarres. Il y a des plans, des lumières dans le ciel, des trucs, il rencontre des gens. Bref, c'est bordélique, on comprend pas tout. Donc voilà, c'est un film vraiment lynchien bizarre. T'en as pensé quoi, Nat? Moi, j'ai trouvé ça absolument insupportable. Ah, t'aurais presque pu le mettre en coup de gueule, mais Ouais, t'as presque. dit que comme t'étais plus énervé, pas. Ok, bon. Non, vraiment, j'ai trouvé que ça accumulait les effets de style complètement moisis pour faire un effet bizarroïde qui apporte rien au scénario, rien à l'histoire. Les personnages sont mal exploités. Enfin, Mais ce cowboy, t'as pas plus, ce cowboy? j'aime beaucoup l'acteur Delmo Mulroney, mais je trouve qu'il perd son charisme justement dans ce rôle. Et puis ça, ouais, je trouvais que ça fonctionnait pas du tout. Du tout, d'accord. Du tout. Trop abstrait. et toi Trop d'effets de style, trop d'effets de montage, trop inutile. Trop d'effets, tu les fais? Ouais, moi je cherche encore le Lynch. Alors dans le film, le bizarroïde n'amène rien. C'est un cul-de-sac en fait. C'est de la poudre aux yeux. Dans la salle, c'est parti en fou rire après 3 minutes de film. Non, mais ils étaient bourrés comme des coins. Ouais, il était tard. Non, pas tous. Moi, j'ai ri, j'étais pas bourré. Après 6 films, c'était la goutte de trop là. Donc, trop fatigant en fin de soirée. Et on va conclure par un Wuxiapan qui était relativement attendu par tout le monde dans l'équipe. C'était un film de Ronnie Yu, Saving General Young, qui est dans la section New Cinema from Asia. Et petite déception, je crois. Ça va. C'est pas une déception, mais c'est sûr qu'on on attendait beaucoup. Et il manque le petit truc qui fait que c'est le chef-d'œuvre. Est-ce que c'est épique? Oui, c'est épique. Alors épique, c'est, oui. Surtout grâce à la musique de Kenji Kawai, il faut le dire. Ah, c'est Kenji Kawai aussi? Je ne savais pas, c'est cool ça. Il y a des plans très très iconiques, très épiques et tout, et je trouvais ça très Mais ça beau. suffisait pas à en faire un... Ça suffit Ça pas. t'est déjà vu? Ouais. La première partie du film est très bordélique. Je trouve que l'exposition des personnages est malheureusement ratée. Et la gestion de l'espace dans les scènes de combat et tout est mal gérée, quoi. Moi, j'avais cru comprendre que les scènes de combat, t'avais dit que c'était pas... Mais c'est un peu les scènes de combat qu'on voit dans tous ces nouveaux films Wuxia. Et puis, Ouais, il faut arrêter. on n'a pas d'empathie pour les personnages parce qu'ils n'ont pas de nom. En fait. Ouais, mais ça, c'est pas dérangeant. Non, c'est le mais but du film, c'est tout repose sur le père et les frères sont des numéros. C'est le film Tout à fait. qui prône sa valeur, qui met en avant le patriarche avant tout, quoi. Et moi, ça m'a pas dérangé. Après, je vous rejoins. Moi, j'ai trouvé la première partie assez pompeuse. Il y a la musique de Kenji Kawai, c'est en mode rouleau compresseur au début. c'est ça, c'est bien. On ne comprend pas vraiment pourquoi, parce que les scènes qu'elles sont censées magnifier ne sont pas si extraordinaires que ça au début. Les 2-3 premières batailles sont vraiment très très courtes. Il faut arrêter avec ces grands plans en images de synthèse affreusement vilains qui pullent dans toutes les grosses productions chinoises. Je trouve que Ouais, alors ça c'est le point faible c'est dommage, de ces films. Quoi. Mais c'est le dernier cinéma qui arrive à mettre en avant des valeurs telles que la loyauté, le sacrifice. Sans que ça fasse trop ridicule. Ouais. Ça me plaît parce ça qu'il y a un côté assez épique. Après, ça manque d'un bon chorégraphe en fait. Bon. Et donc, oui, il y avait aussi un masterclass, je crois, hier. Donc c'était... Oui, Johan Soderquist, donc le compositeur de Let the Right One In, qui est invité cette année pour le When Music Scores. Et bon, nous, avec David, on l'a eu en interview juste avant, donc il y avait des choses qui nous avaient déjà parlé. Mais moi, j'ai trouvé super intéressant. Je crois que Nat a moins aimé. Alors, j'ai trouvé très intéressant jusqu'à ce qu'il nous balance tous ces extraits de films qui étaient tous très beaux, la musique est très belle, mais il développe pas assez, je trouve, après. Parce que, comme il nous l'a expliqué, c'est surtout sa musique qui parle pour lui. C'est quelqu'un qui. Voilà, mais
Enfin, j'aurais eu besoin d'un peu plus d'approfondissement personnellement. Mais il nous l'a dit, il peut pas beaucoup parler de sa musique parce qu'en fait c'est quelque chose d'instinctif. Ça vient dans les traits. Ça vient, ouais, c'est vraiment lié à l'émotion qu'il a. Donc, mais moi j'ai trouvé très intéressant justement qu'il y a une partie technique après et puis qui nous montre ce qu'il a fait et pourquoi il a essayé. Et puis il y avait le réalisateur d'Insensible Medina, donc il y a eu un très bon échange. Ouais, ils ont eu un super échange. Par contre, ce qui était vraiment dommage, c'est les 4 pelés qu'il y avait dans la salle. Venez au masterclass parce que c'est intéressant. Vraiment, on voit la mécanique derrière les films, pourquoi les gens choisissent de faire ce qu'ils font. Et voilà un petit coup. Ouais, il faut venir si vous pouvez venir. Juste un truc, c'est vrai que juste pour quand même prendre la défense du compositeur, c'est que c'est peut-être un peu pompeux, il l'a dit même comme ça, mais il parle à travers sa musique. D'accord, donc c'est vraiment ça sort des tripes. Voilà. Voilà, on va finir cette émission avec l'avis de la masse, l'avis du peuple, donc une émission communiste qui donne toujours qui laisse le prolétaire de base s'exprimer. Le micro-trottoir. Alors on attaque avec le micro-trottoir de Chimère, le film d'Olivier Béguin. Premièrement, ça fait un peu chaud au cœur de voir que ça a été tourné chez nous. Il y a des endroits qu'on reconnaît. Bon, j'avais vu l'aide de Right One In ici au NIF il y a quelques années. Par certains aspects, ça s'en rapproche. Mais tout repose sur le jeu de 2 acteurs que j'ai trouvé intéressant. Après, je suis pas totalement convaincu au niveau du rythme. Je trouve qu'il y avait un manque de rythme quand même flagrant. La fin, avec ces tueries répétées. Bon, c'était chouette, hein. Tu me laisses tranquille. Alors Chimère, j'ai vraiment pas apprécié. Je pense que sur le papier, ça devait être un très bon film. Il y a des moments très forts, il va y avoir des très bonnes idées, des très bonnes choses, mais alors le film en lui-même, je l'ai trouvé très mal interprété. La photographie n'est pas toujours très bonne et il y a des trucs, mais j'ai pas pris. Ça m'a fait vraiment chier. J'ai trouvé ça dommage parce qu'on sentait derrière qu'Olivier Béguin avait des trucs à dire, mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à les dire. Le truc du couple, ça tourne en rond. Voilà, moi je suis vraiment déçu, surtout que j'en attendais pas mal de ce film, parce que bon, forcément suisse, un film suisse, voilà, déçu, vraiment déçu. Les aspects positifs, c'est super esthétique, c'est hyper agréable à regarder, c'est super bien filmé, tout ça. Et les effets spéciaux, c'est vachement bien fait, mais je trouve en fait qu'il manque un petit truc, il manque l'originalité, parce que c'est l'histoire de zombie comme on la connaît presque en fait. Il se fait contaminer et puis il devient un zombie et puis voilà, mais il manque, on n'a pas vraiment refait le genre. Pourquoi refaire une histoire de zombie si c'est pour rien amener de nouveau aux gens? C'est l'histoire de zombie, c'est l'histoire de zombie, c'est l'histoire de zombie. C'est une histoire de zombie, de vampire, pardon. J'ai dit zombie depuis le début, je perds pas. Pardon, ok, alors vampire. J'aimerais bien voir plus de zombies un peu associés. Mais ouais, histoire de vampire, donc il manque. Enfin, je trouve qu'il manquait un truc pour un peu refaire le genre, enfin quelque chose de neuf. Mais après, c'est bien réalisé. C'est agréable à regarder. C'est un film qui est assez beau au niveau de l'image, très noir, qui respecte assez l'univers des vampires finalement. Mais le côté noir de la personne, c'est un film qui prend pas mal de raccourcis. Après, ça méritait d'expliquer ce que les gens savent déjà sur les vampires finalement. Et puis, oui, il y a une mise en abîme avec la transformation en vampire et puis la déchéance dans le couple en fait. Les choses qui vont de moins en moins, les regrets, les choses comme ça. Je pense que c'est un bon film. Je trouve qu'il manquait de monde qui gravitait un peu autour. Enfin, trop centré uniquement sur les 2 personnes, ça sonnait un peu vide autour, c'est ça qui m'embête. J'espère que vous avez apprécié l'effet spécial moisi que David a essayé de faire derrière tout à l'heure, hein, on le félicite pas. Et donc maintenant le micro-trottoir de Saving General Young. Beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé, c'est épique, intense. C'est du Ronnie Yu comme j'aimerais en voir plus souvent, c'est-à-dire que ça rappelle un peu ses débuts, enfin c'est la grande période des années 90. Et il y a quelque chose de noble, il y a cet esprit de sacrifice, c'est épique, mais vraiment épique dans le sens pur du terme. Et la musique nous berce,
on en a plein la vue. Le combat final est juste époustouflant en face à face. Il y a un face à face aussi avec les arcs qui est juste monumental, dans un champ de blé et tout, et c'est des images magnifiques. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Savage Generation, bah, je suis un petit peu déçu parce que c'est typiquement le pitch qui veut un truc un peu épique avec plein de moments de bravoure. Et voilà, des mecs super balèzes qui défoncent des tonnes de gens, et en fait pas vraiment, ils adoptent plus un point de vue historique. Et en même temps le film veut faire ce fameux moment de bravo, mais il peut pas parce que il est dans une logique assez historique. Donc il y a des belles valeurs, de l'héroïsme, du sacrifice, tout ça. Donc il y a tout sur le papier pour que ça soit bien, mais finalement c'est un peu décevant. Il n'y a pas la colombe à la John Woo, et si on compare des choses comme 13 assassins ou les 3 royaumes, c'est pas très bien. Et on conclut avec un micro-trottoir d'un film que j'ai pas vu et que j'avais pas envie d'aller voir, un film québécois, Mars et Avril, parce que moi les histoires sentimentales SF, ça me fait chier. Qu'en a pensé la masse? J'ai trouvé horriblement mauvais, pompeux. Ça se prenait beaucoup trop au sérieux. C'était extrêmement mal écrit, ça se prenait la tête en fait. Je me suis incroyablement ennuyé. Mars et Avril, j'ai pas vraiment compris pourquoi les gens ont applaudi à la fin. J'ai trouvé ça long, et puis on croyait pas trop à l'aspect philosophique. J'ai pas accroché du tout en fait. Mars et Avril, c'était une curiosité québécoise, donc un film qui adopte certains codes de la science-fiction, mais qui parle pas vraiment de science-fiction. Ça parle plus de l'être humain, de sa place dans l'univers. Ça adopte énormément de métaphores musicales et autres. Donc dans l'ensemble, c'est assez sibyllin. Hein. Il n'y a pas un seul niveau de lecture. Des fois, on se demande même où ils vont. Ça se touche un peu de temps en temps, même assez souvent. Et c'est un peu dommage parce que que le fond soit si peu accessible directement, parce que sur la forme, ça se tient bien. Production design est vraiment chouette. La musique est magnifique, les acteurs intéressés par ce qu'ils font, et la mise en scène, rien à dire quoi. Si vous connaissez un peu la SF contemplativo-masturbatoire, Dante 01 du français Marc Caro, c'était tout pourri, et donc là Mars et Avril c'est quand même vachement mieux, parce que on se fout moins de la tête, on se paye moins la tête du spectateur, et on l'invite quand même à essayer de réfléchir sur 2 ou 3 choses. Eh ben c'était une bonne émission je trouve, hein. On est de mieux en mieux. Hein. En fait c'est de plus en plus mauvais, mais écoute, désolé, on a commencé à être vraiment fatigué. Jour 5, il nous reste encore 3 jours à tirer. Donc voilà, on vous dit à demain. Là aujourd'hui encore on a une bonne journée qui s'annonce. À demain.